Effectivement, je fais cette conférence suite à mon auto-édition d'un livre sur les aspects juridiques de l'installation agricole et plus globalement sur les projets agricoles alternatifs. Comment est venu ce livre? Bon, initialement, j'ai une formation avec une licence de droit, donc une formation juridique, puis j'ai travaillé pendant 3 ans comme juriste salarié à la Confédération Générale du Logement, une association de consommateurs spécialisée dans l'immobilier. Parallèlement à ça, effectivement, j'ai commencé mon activité comme formateur consultant en permaculture et je voyais bien que sur l'angle des projets agricoles, il y a beaucoup de questions juridiques qui revenaient de façon très récurrente et les porteurs de projets, souvent, ne trouvaient pas de réponse satisfaisante auprès des institutions agricoles. Et force est de constater qu'il n'y a pas énormément de littérature de vulgarisation autour du droit rural en France. Alors des ouvrages pour des experts juridiques, il y en a, mais des ouvrages de vulgarisation, il n'y en a pas énormément. Donc, à partir de ce constat, a cheminé l'idée de faire cet ouvrage où j'ai cherché en priorité à traiter les questionnements les plus récurrents que je voyais chez les porteurs de projets d'agriculture alternative. Alors, alternative, je précise ce que j'entends par là. J'entends qui ne cadre pas avec le modèle productiviste dominant dans le secteur agricole. Pour qui, au niveau des aspects juridiques, tout est déjà très bien cadré par les chambres d'agriculture. Il y a un peu des prêt-à-porter juridiques, si on veut. Souvent, les porteurs de projets agricoles dits alternatifs, l'aspect agricole se mêle à d'autres préoccupations, qui sont des préoccupations de construction, des préoccupations d'habitat, de vivre ensemble. Il y a effectivement une montée en puissance des projets agricoles collectifs. On n'est plus seulement, comme ce qui se passait souvent, une installation individuelle ou en couple, ce qui reste quand même la grande majorité des installations agricoles, mais où on a effectivement plusieurs personnes qui mutualisent leurs moyens pour faire une installation. Et là aussi, les propositions juridiques qu'on leur faisait, souvent ne cadraient pas bien avec leur projet. Bref, donc tout ça m'a amené effectivement à écrire ce bouquin qui m'a pris quelques mois d'écriture, que j'auto-édite. Bon, alors ce soir, donc, je vais d'abord faire un déroulé sur quelques thématiques qui me semblent être le b.a.-ba pour traiter de la question de l'installation agricole. C'est des sujets assez touffus. Donc ce que je vous propose pour que le déroulé soit le plus fluide possible, c'est que je vais faire mon déroulé, et une fois que ce sera terminé, vous pourrez poser toutes vos questions. Je préfère bien dissocier les deux pour que ça soit un peu plus optimal. Écoutez, allons-y. Alors, je commencerai par quelques conseils vraiment basiques par rapport à ces questions juridiques. C'est comme les problèmes de santé, il vaut mieux oublier les forums. Les forums en ligne, je veux dire, ça peut être un réflexe de chercher sur les forums pour trouver des réponses. Le problème, c'est que, alors soit vous n'avez pas de réponse, ou que c'est des réponses qui ne répondent pas exactement à la question, ou même pour une personne qui veut répondre de bonne foi, malheureusement c'est assez fréquent qu'elle donne une réponse qui soit passée. Parce que le droit, c'est une de ses complexités, il est évolutif. Et dans le secteur agricole, il y a quand même eu pas mal de changements au fil des dernières années. Et donc certaines données ne sont plus d'actualité, et le problème c'est que non seulement il est évolutif, mais en plus il est formulé dans un jargon spécifique, le jargon juridique, qui, il est vrai, n'est pas très accessible quand on n'a pas fait de formation en droit. Donc c'est pour dire que mieux vous faire appel à un professionnel. Après, il y a de nombreux professionnels qui peuvent vous assister, et ça c'est des choses qu'on pourra traiter en fin de conférence. Alors ici, ce que je vais balayer, moi, ce qui me paraît être le b.a.-ba à connaître, c'est-à-dire la question du statut social. Comment est-ce qu'on devient agriculteur aux yeux de l'administration? Et donc ça pose des questions du statut d'exploitant agricole et de cotisant solidaire. On va balayer brièvement les types de sociétés agricoles, la question de la location, et puis une grande question qui est très récurrente, c'est la question de comment est-ce qu'on fait pour construire sur une ferme. Donc ça pose derrière la question des autorisations d'urbanisme. Allez, allons-y. Alors tout d'abord, la question du statut social. Il y a
deux grands statuts sociaux en France, celui d'exploitant agricole et de cotisant solidaire. Et il faut bien distinguer la question de votre régime social, donc c'est l'un ou l'autre ici, et la question du type de société que je traite en deuxième partie. C'est deux questions bien distinctes. Alors d'abord, quels critères faut-il répondre pour pouvoir être enregistré au niveau de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, en tant qu'exploitant agricole? Alors d'abord, on a le fait d'exercer une ou des activités agricoles telles que définies par le Code rural et de la pêche maritime. Alors bon, dans les articles du Code, on va retrouver des activités communes en agriculture, que ce soit sur des cultures végétales ou des élevages, mais on a aussi la plupart des activités forestières, qui sont aussi considérées comme des activités agricoles par le Code rural. Et puis, c'est toutes les activités de transformation des produits sur site et de vente des produits par l'agriculteur sont considérées comme étant des activités agricoles. Donc le Code rural, il faut bien voir qu'il donne une définition légale du champ des activités agricoles qui est très extensive. Ça ne se réduit pas à le fait d'élever des animaux ou de faire pousser des plantes. Bon, ça, après, les possibilités sont énumérées dans ces trois articles-là. L311-1, 722-1 et 722-10, c'est là où tout est énuméré. Et il faut que ces activités agricoles soient exercées de façon indépendante, donc hors salariat, évidemment. Alors, deuxième critère, c'est de remplir un des critères suivants. J'insiste sur le 1. Un seul des critères suffit. Il n'y a pas besoin de cumuler les trois. Donc, premier critère, avoir consacré au moins 1200 heures aux activités donc ci-dessus au cours de la dernière année civile écoulée. Voilà. C'est une simple déclaration, je précise. Deuxième critère, avoir au cours de la dernière année civile écoulée, tiré grâce à ces activités, un revenu qui va être égal au moins à 800 heures payées au SMIC brut. Donc, ça représentait 7 808 € de rémunération brute en 2017. Et troisième critère, cultiver une ferme d'une taille au moins équivalente à la SMA, la surface minimale d'assujettissement. Alors, il faut bien voir que depuis 2014, la SMA a remplacé la SMI, surface minimale d'installation. La SMI n'a plus cours depuis 2014. Bon. Alors, ces critères sont simples à comprendre, sauf la SMA. Là, c'est un peu plus technique. Bon, dans les grandes lignes, le calcul de la SMA, il est défini dans chaque région par ce qu'on appelle le SDREA. SDREA, schéma directeur régional des exploitations agricoles. Donc c'est un document qui est signé de la part du préfet de région, donc spécifique à chaque région. Ce document est défini donc tout un barème sur le calcul de la SMA. Alors, à ce document se rajoute un décret, donc cette fois-ci d'application nationale, qui lui définit un barème pour les élevages. Alors, pour la plupart des élevages, ça va être par exemple pour les bétails, c'est par tête de bétail. Pour les volailles, c'est par surface de bâtiment. Des critères différents selon les élevages. Bon. Quand on combine ces deux documents, il faut bien voir que ça définit donc des seuils à atteindre si on veut atteindre la SMA, des seuils en termes de quantité. Par exemple, dans un SDRA, au niveau de la Pays de la Loire, on a 400 ruches pour atteindre la SMA. D'accord ? Ou si vous étiez dans la Drôme, eh bien, c'est 1,25 hectare de maraîchage diversifié en pleine terre. Alors, sachant qu'on peut combiner les choses, c'est-à-dire on pourrait avoir 200 ruches et 7000 m² de maraîchage diversifié en plein air, et en combinant les deux, hop, on passe le seuil de la SMA. Oui, bien, bon, du coup, ça donne lieu à de savants calculs pour savoir si on est au-dessus ou au-dessous. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui se focalisent sur cette histoire de SMA et qui ont peur de ne pas l'atteindre, d'où cette idée reçue comme quoi il y a une taille minimale à atteindre forcément pour s'installer, mais non. Vous voyez bien, il y a deux autres critères. Le fait d'avoir déclaré avoir 1200 heures travaillées ou la rémunération dont on parlait. Alors, une autre question forcément se pose à la lecture de ces articles, c'est quand vous commencez, vous n'avez pas d'heures travaillées, vous n'avez pas de revenus tirés et vous n'avez pas nécessairement la SMA.
Donc quand à T0, c'est normal de ne pas avoir ces critères. À ce moment-là, il faut vous rapprocher d'un conseiller référent au niveau de la MSA et demander une attestation temporaire d'affiliation à la MSA, que ce soit en tant qu'exploitant agricole ou en tant que cotisant solidaire. C'est une attestation temporaire, en général c'est du temps d'une année civile. Ça vous permet d'être enregistré immédiatement, officiellement, comme cotisant solidaire ou exploitant agricole, ce qui débloque quantité de démarches administratives pour la suite. C'est temporaire puisque ça signifie aussi que vous vous engagez à la fin de la période temporaire à atteindre les critères nécessaires pour être proprement enregistré en tant qu'exploitant agricole ou cotisant solidaire. Alors, à quoi ça sert d'être exploitant agricole? Alors, ça sert à participer aux élections professionnelles agricoles, que ce soit en tant qu'électeur ou en tant que candidat. Ça sert avant tout à avoir la couverture sociale de la MSA, donc pour les accidents du travail, les invalidités, les maternités, etc., etc. Donc d'avoir une couverture sociale. Naturellement, vous cotisez pour votre retraite, ce qui donne aussi, ça fait partie aussi des devoirs de l'exploitant agricole, c'est de cotiser pour sa retraite. Par contre, à savoir que vous ne cotisez pas pour votre chômage, pour le chômage, vous êtes indépendant, et donc si jamais vous arrêtez votre activité par la suite, vous n'avez pas d'allocation chômage. Alors, vous avez accès aux aides à l'installation et aux aides de la PAC si vous remplissez d'autres critères et suivez toute une procédure administrative. C'est très loin d'être automatique. Vous avez un accès prioritaire pour le foncier agricole. Au niveau donc, du foncier, le foncier est piloté, administré par les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. C'est des sociétés de droit privé qui gèrent un service public et celle de la supervision du foncier agricole. Donc, quand plusieurs agriculteurs sont candidats pour être propriétaires ou locataires d'un bien agricole, eh bien, pour définir qui utilisera le bien, l'arbitrage est réalisé par les SAFER. Les affaires, théoriquement, doivent respecter, dans ce cadre-là, les critères de priorité prévus par le SDREA. On en a parlé, donc le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il définit des rangs de priorité selon les types de profils pour définir qui doit être prioritaire s'il y a plusieurs candidats. Bon. Très clairement, dans tous les SDREA, si vous avez la qualité d'exploitant agricole, ça sera un plus par rapport au fait d'avoir simplement la qualité de cotisant solidaire. C'est un des critères qui peut vous aider là-dedans. Après, ça va entraîner des facilités administratives pour mettre en place de la vente directe. Ça va vous donner la possibilité de demander des autorisations d'urbanisme sur les terrains classés en zone agricole. On redétaillera ça plus tard sur le chapitre sur les autorisations d'urbanisme. Alors maintenant, l'autre statut, celui de cotisant solidaire. Alors déjà, quels sont les critères pour être enregistré comme cotisant solidaire? Donc le fait d'exercer une ou des activités agricoles, c'est exactement comme pour l'exploitant agricole, et remplir l'un des deux critères suivants. L'un des deux suffit, encore une fois. Donc soit avoir dépassé un quart de la SMA mais ne pas atteindre une SMA complète, donc ça veut dire entre 0,25 et 0,99 SMA. Ou l'autre option, avoir déclaré, avoir consacré au cours de la dernière année civile écoulée entre 150 et 1099 heures au maximum de travail ou des activités agricoles. Voilà. Rien de bien sorcier. Alors, au niveau des intérêts, à quoi ça sert d'être cotisant solidaire? Bon, faut bien voir que ça ne vous donne accès à quasiment aucune couverture sociale. C'est un statut très précaire. Donc, que ce soit sur le chômage, la retraite, les accidents du travail, la maternité, de base, par défaut, ça ne vous couvre pas. C'est donc réellement très précaire comme statut. Alors, on a quand même la possibilité, fort heureusement, de s'affilier à la CMU, donc la couverture médicale universelle, pour disposer d'une couverture médicale, et y compris la CMU-C, je précise, ce qui du coup fait quand même une couverture médicale intéressante. Alors, ça va vous donner accès aux formations professionnelles agricoles, en particulier via le principal fonds de formation, qui est le fonds de formation Vivea. Alors, sachant que maintenant, c'est plafonné, malheureusement, depuis 2018, c'est plafonné à hauteur de 2 000 € de valeur de formation par an.
ça reste quand même intéressant. Ça vous donne la possibilité d'avoir une assurance accident du travail, et donc de cotiser pour cette assurance, bien sûr, si vous atteignez au moins 40% de la SMA. Ce critère qui est posé. Vous avez quand même la possibilité de commercialiser vos produits en vente directe. Les démarches sont juste un peu plus compliquées que quand vous êtes exploitant agricole. Bon, globalement, c'est un statut qui est précaire et qui est souvent utilisé temporairement dans le cadre d'une installation progressive. C'est très courant que les personnes qui s'installent commencent par s'enregistrer en tant qu'exploitant cotisant solidaire, et puis une fois que son activité est un peu bien mise en place, que ça commence un peu à tourner économiquement, il va s'enregistrer en tant qu'exploitant agricole. Il est vrai que le montant des cotisations sociales n'est pas le même entre les deux statuts. Pour vous donner des ordres de grandeur, parce qu'après dans le détail c'est un peu complexe, ça peut dépendre de la composition de votre foyer familial, votre échelle de revenus, enfin il y a un certain nombre de critères qui rentrent en jeu, mais pour vous donner un ordre de grandeur sur un cotisant solidaire, l'ordre de 24% de sa rémunération brute qui va partir en cotisation, alors que pour un exploitant agricole, on va être de l'ordre de 38 à 45%. Voilà. C'est pas la même. Bon, alors maintenant, on va voir les différents types d'entreprises agricoles. Et il y en a beaucoup. Alors, il y a des sociétés qui sont spécifiques à la gestion du foncier. La principale, la plus commune, c'est le GFA, le groupement foncier agricole. Bon, sachant que vous pourrez très bien utiliser aussi un autre type de société pour la gestion du foncier, qui est la SCI, la Société Civile Immobilière. La SCI s'applique dans tout domaine de l'immobilier, y compris le domaine agricole. Bon, SCI et GFA ont un régime juridique très très proche. En réalité, souvent, il est plus pratique d'utiliser la SCI parce qu'elle offre de plus de flexibilité que le GFA. En GFA, on ne peut pas avoir de personnes morales qui détiennent des parts dans le GFA au-delà de 30% des parts sociales, par exemple. C'est une limite qui n'est pas présente dans la SCI. Bon, entre autres, puis GFA, ça gère nécessairement uniquement des biens immobiliers à destination agricole, alors que SCI, ça peut être n'importe quel type de bien immobilier. Donc, c'est vrai qu'il est globalement plus intéressant en réalité de prendre la SCI, puisqu'elle offre plus de flexibilité. Le GFA est seulement intéressant si vous rentrez dans le cadre de certains avantages fiscaux qui sont liés au GFA. Après, on a des sociétés donc spécifiques à la gestion d'une activité agricole, d'une entreprise agricole. Donc, on a l'exploitation, je préciserai un peu les choses après, l'exploitation individuelle, qui peut se décliner en EI, on va pas résumer, qui peut aussi se décliner en EIRL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée. On a la SCEA, la Société Civile d'Exploitation Agricole. C'est un peu l'équivalent de la SAS, Société par action simplifiée, dans le domaine agricole. C'est-à-dire que vous avez très peu de règles de droit qui encadrent le fonctionnement interne d'une SCEA. Sur les modes de gouvernance interne, par exemple, il y a très peu de règles de droit qui encadrent. Ça offre énormément de flexibilité. C'est une des options. Et il n'y a aucune limitation, par exemple, sur la participation de personnes morales dans le capital social d'une SCEA. C'est le type de société agricole qui offre le plus de flexibilité dans son fonctionnement interne. Et puis, il n'y a pas de capital social minimum. Vous pouvez commencer une SCEA avec 1 euro de capital social. Après, vous avez le GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun, qui est très courant dans le milieu agricole. Grosso modo, c'est censé être conçu pour une exploitation à caractère familial. Donc c'est très courant que, par exemple, deux époux quand ils s'installent ensemble, se mettent en GAEC. D'autant que depuis, en fait, cette possibilité de constituer un GAEC entre deux personnes mariées a été ouverte depuis 2010. Alors, ça ne restreint pas aux personnes mariées, aussi des personnes en concubinage liées par un PACS également peuvent former un GAEC ensemble. Le GAEC, par contre, sa particularité, c'est qu'il est soumis à agrément préfectoral. Donc, outre le dépôt des statuts, il doit y avoir un agrément préfectoral pour permettre la création du GAEC. Ça, c'est une spécificité. Et puis, globalement, il a un fonctionnement interne très réglementé. On peut citer, par exemple, l'obligation au travail des exploitants présents sur site. Voilà. Ce qui est prévu par la loi.
exploitants les associés dans un GAEC qui ont la qualité d'exploitants agricoles ont l'obligation de contribuer au bon déroulé, aux activités de la ferme, par exemple. Et puis, il y a un plafonnement également des rémunérations. Pour les associés exploitants agricoles, il est de 3 SMIC mensuels. Et si un exploité agricole a en plus la qualité de gérant, il est limité à 4 SMIC. Donc, c'est un fonctionnement interne très encadré. Par contre, il a de nombreux avantages fiscaux. Voilà. Et par exemple, il y a une facilitation globalement dans l'accès aux aides de la PAC aussi. Alors après, on a l'EARL, l'exploitation agricole à responsabilité limitée. C'est le frère jumeau de la SARL, Société anonyme à responsabilité limitée. Bon, donc là un cadre moins contraignant que le GAEC. Un nombre d'associés qui va s'élever entre 1 et 10. Donc c'est à responsabilité limitée, c'est un des gros avantages de cette forme sociétaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas engager la responsabilité financière des associés au-delà du montant de leur apport. Donc il y a une sécurité financière qui est réelle dans ce type de société. Dans le GAEC, la responsabilité des associés est limitée à 2 fois le montant de leur apport. Donc c'est encadré, mais c'est une responsabilité plus importante. Voilà. Donc, exemple, si une personne a apporté 10 000 € dans la société, donc elle a fait ses montants de son apport, les créanciers peuvent lui recommander, si la société est en difficulté financière, peuvent lui réclamer personnellement 2 fois le montant, donc 20 000 €. Et puis on peut citer les sociétés coopératives agricoles. Alors celles-ci, elles sont dans le cadre globalement juridique des sociétés coopératives. Là aussi, c'est globalement très encadré. C'est moins courant. Les SCA, leur utilisation, c'est souvent, elles sont formées pour de la mutualisation sur un territoire au niveau d'une localité, mutualisation de moyens techniques, de moyens de commercialisation, de moyens d'équipement ou de fournisseurs. C'est assez courant que ça soit dans ce type de cas de figure qu'elles soient utilisées. Mais les sociétés classiques peuvent aussi être utilisées dans le secteur agricole. Ça, on le sait moins, et c'est peu courant, mais c'est possible. Donc les EIRL, les GIE, SNC, SARL, SA, SAS, SEP, et les autres types de sociétés coopératives peuvent aussi être créés pour gérer des activités agricoles. Donc vous voyez, le panel de possibilités est très large. Ce qui explique qu'il faille du temps, en fait, pour réellement choisir le type de société qui soit adapté à chaque projet. Parce qu'évidemment, pour chaque type de société, eh bien, vous avez des règles différentes en termes de nombre d'associés, de montant minimum du capital social, de déclaration, etc., de régime fiscal, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu complexe, la question de choisir le bon type de société. Un grand avantage des sociétés classiques, c'est qu'elles peuvent gérer des activités qui ne sont pas agricoles. Donc si vous êtes sur des activités très diversifiées, on n'a pas effectivement que des activités agricoles, c'est une voie intéressante. Alors, bon, en ayant toutefois en tête que dans les activités, la société agricole, on peut à la marge faire des activités non agricoles. Ça dépend des types de sociétés agricoles, mais dans certaines, il est possible d'avoir de façon marginale des activités qui ne relèvent pas des activités agricoles telles que définies par le Code rural. Je vous donne quelques précisions sur l'EI et l'EIRL, donc entreprise individuelle et entreprise individuelle à responsabilité limitée, puisque ça c'est un format très couramment utilisé, et c'est vrai qu'il a l'avantage d'une très grande simplicité. Donc c'est effectivement pour un projet individuel, c'est quand même le plus courant. Déjà l'avantage c'est qu'il n'y a pas de capital minimum, donc vous pouvez constituer un capital d'1 €. C'est pesable. C'est limité donc à un seul associé, c'est le principe, mais vous pouvez aussi, vous aider d'une personne de votre famille proche, au premier degré. Donc ça peut être le conjoint, concubine, personne pacsée, un descendant direct ou un ascendant direct, donc un parent. C'est possible. Vous avez toutefois quand même une protection de votre patrimoine personnel. Alors, pour l'EI, c'est deux choses différentes selon l'un ou l'autre. Pour l'EI, ce qu'il faut faire, c'est une déclaration d'insaisissabilité de vos biens immobiliers chez le notaire. Donc ça ne peut concerner que vos biens immobiliers et que des biens immobiliers qui ne sont pas liés à l'activité agricole. Donc c'est quand même, ça c'est une protection faisable mais qui est quand même très restreinte.
Sachant que maintenant, le droit a évolué là-dessus, que vous soyez dans l'un ou l'autre des situations, votre domicile principal, si vous en êtes le propriétaire, est protégé de fait. Sans que vous ayez à faire de démarches administratives, il est protégé concernant vos créances professionnelles. Sauf si ce domicile, il sert également à mener vos activités agricoles. Dans ce cas, il est plus protégé. Donc, il faut voir dans quelle configuration on se situe. Pour l'EIRL, c'est différent. C'est via une déclaration du patrimoine affecté à l'activité professionnelle, donc déclaration qui doit être réalisée auprès de la Chambre d'agriculture. Donc c'est une protection nettement meilleure. Ça, c'est le gros avantage de l'EIRL, c'est le niveau de protection de votre patrimoine personnel vis-à-vis de votre dette professionnelle. C'est-à-dire que dans cette déclaration, vous allez déclarer quel est le patrimoine qui est affecté à l'activité professionnelle et les créanciers, normalement, ne pourront se servir en cas de difficulté financière que sur ce patrimoine-là. Donc c'est nettement meilleure protection de votre patrimoine personnel. Dans les deux cas, la comptabilité est vraiment ultra simplifiée. C'est un journal à tenir avec vos rentrées et vos sorties d'argent au jour le jour qu'il faut noter. C'est très très simple, il faut simplement garder tous les justificatifs, donc les devis, les factures, etc. Il faut garder, stocker, sauvegarder ces documents comptables, mais sinon c'est un simple journal de recettes et de dépenses qui est demandé. On peut difficilement faire plus simple. Au niveau fiscal, en EI, vous êtes forcément sur impôt sur le revenu. En EIRL, vous avez un choix entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés. Bon. Dans les deux cas, depuis 2016, vous pouvez bénéficier du régime fiscal micro-BA. BA, c'est pour bénéfices agricoles, qui est très avantageux. C'est-à-dire que tant que vous êtes en dessous de 82 200 euros de recettes hors taxes annuelles, en moyenne, sur les 3 dernières années écoulées, on va prendre votre chiffre d'affaires hors taxe, on va faire un abattement de 87% et les 13% restants vont être intégrés dans vos revenus imposables. Voilà. Donc ça, c'est quand même un régime fiscal très simplifié et qui est très avantageux sur les autres types de sociétés. Et vous avez une possibilité de mener des activités non agricoles tant qu'elles restent annexes, tant qu'elles restent minoritaires dans votre chiffre d'affaires. C'est possible. Vous avez cette ouverture-là. Parlons maintenant quelques mots sur l'EARL. Vous avez un capital minimum qui est 7 500 euros. Donc 1 à 10 associés. Alors, vous avez une protection de votre patrimoine personnel. Alors, c'est vrai qu'on peut le faire tout seul, ce qui est quand même relativement rare, parce qu'en fait, une EIRL, vous vous souvenez, on peut la faire basculer très facilement sur le statut de l'EARL. C'est une simple déclaration à faire au niveau du centre de formalité des entreprises. C'est pour ça que je mentionne de 1 à 10 associés. Parce que l'EARL, avec une seule personne, de fait, c'est une EIRL. Bon. Vous avez une bonne protection de votre patrimoine personnel, puisqu'effectivement, chaque associé est simplement responsable des dettes de la société jusqu'à hauteur de montant de ses apports. On a quand même une comptabilité relativement simplifiée. Le régime fiscal micro-BA s'applique également, donc on est en dessous du seuil. Et puis on a toujours la possibilité de faire des activités non agricoles de façon annexe. Voilà. Ça c'était pour EI, EIRL, EARL. C'est pour présenter les sociétés qui sont les plus courantes dans le secteur agricole pour s'installer, puisqu'ils ont quand même beaucoup d'avantages. Alors, c'est assez fréquent qu'on pose la question du statut associatif. Qu'on pose la question, est-ce qu'on peut mener une activité agricole dans le cadre d'une association loi 1901 ? Alors, dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, c'est possible. On peut le faire. C'est très peu courant, en fait, dans le milieu agricole, mais c'est faisable. Par contre, il y a quand même certaines restrictions et c'est loin d'être l'option la plus intéressante d'un point de vue financier. Alors, précisons les choses. Donc déjà, il faut faire attention à maintenir le caractère à but non lucratif de l'association. Par défaut, ce caractère est présumé. Mais vous pouvez le perdre. Le fisc peut considérer que vous ne répondez plus à une gestion désintéressée si vous ne respectez plus certains critères. C'est des critères qui sont précisés dans une instruction fiscale du 18 décembre 2006. Donc ces 3 critères, c'est une gestion désintéressée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération des associés, enfin pas des associés dans le cadre d'une association, mais dans le cadre des membres du CA de l'association. Il n'y a pas de contrepartie diverses et variées de leur implication globalement. Il n'y a pas de partage des bénéfices. C'est interdit. Éventuellement, les membres du CA peuvent être défrayés, peuvent être
défrayer. Après, indemniser, c'est encore autre chose, mais défrayer de leurs dépenses courantes dans le cadre de l'association, c'est possible, mais voilà, ce n'est pas une rémunération ni une contrepartie. Les activités non lucratives doivent être, le terme technique, c'est significativement prépondérante, donc ça doit être grosso modo majoritaire. Activités non lucratives, c'est-à-dire que c'est des activités qui ne se situent pas dans le secteur marchand. Donc, vous faites des visites pédagogiques sur le site, gratuitement ou à des prix extrêmement bas, c'est pas considéré comme une activité lucrative. Ou par exemple, si vous faites de la vente, la vente de légumes auprès d'une épicerie associative et vous le faites à des prix 10 fois en dessous des prix du marché, c'est pas considéré comme une activité lucrative. C'est considéré comme une activité à but non lucratif. Donc ça, c'est là où il faut faire un peu attention. Et il faut que le montant des recettes annuelles n'excède pas 61 634 €. Ça, c'était le seuil de 2018. Donc, 3 critères à répondre. Le problème, c'est si vous perdez ce caractère à but non lucratif, dans ce cas, l'association est soumise à TVA, à l'impôt sur les sociétés et à la cotisation foncière des entreprises. Ce qui fait finalement que vous vous trouvez dans un régime fiscal qui est très peu avantageux. Et du coup, ça pose la question, si on mène une activité agricole dans le cadre d'une association, comment sont rémunérés les agriculteurs? Parce que s'ils sont membres du CA, donc ils ne peuvent pas être membres du CA et salariés, c'est une situation de conflit d'intérêts dans laquelle vous pouvez vous faire redresser par le fisc et par l'URSSAF. Donc dans ce cas-là, ils peuvent simplement être indemnisés. Alors c'est à hauteur de 3/4 du SMIC brut, mais il faut suivre toute une procédure. Il faut avoir un commissaire aux comptes qui supervise ça, donc ce qui demande du coup de payer les prestations de commissaire aux comptes, faire une déclaration auprès du fisc, il faut payer une taxe sur les salaires et il faut verser aussi des cotisations sociales liées à cette indemnisation. Donc au niveau des formalités et au niveau financier, c'est loin d'être intéressant, d'autant qu'il y a ce plafonnement à 3/4 du SMIC brut. Autre option, c'est de les rémunérer en tant que salariés. Et dans ce cas-là, pas de problème. Vous rentrez dans le cadre du salariat classique, avec déclaration à l'URSSAF, déclaration au fisc, paiement des cotisations sociales, etc., etc. Alors après, est-ce que en tant que salarié dans le secteur agricole et donc affilié à MSA ou affilié au régime général de la sécurité sociale, ça peut dépendre. On peut faire l'un ou l'autre, il faut voir un peu le détail de l'activité de l'association. Ça peut se discuter. Mais du coup, en tant qu'assalarié, ça veut dire qu'on paye le montant des cotisations sociales d'un salarié classique, c'est-à-dire grosso modo 55% de la masse salariale. Part en cotisation sociale, ce qui est nettement plus élevé que si vous êtes indépendant en tant que cotisant solidaire ou exploitant agricole. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même très contraint mener une activité agricole professionnelle dans le cadre d'une association, et d'un point de vue financier, c'est loin d'être la meilleure option. Après, on peut aussi dissocier les choses, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir une société agricole, alors un GAEC, une EI, une URL, et puis en même temps créer une association sur votre site. Et avec votre société agricole, vous menez vos activités agricoles à but lucratif, et dans le cadre de votre association loi 1901, vous mettez des activités non lucratives comme des visites pédagogiques ou de l'événementiel culture ou des événements culturels par exemple. On peut très bien avoir les deux structures, ce qui est quand même plus simple in fine en termes de gestion. Alors louer un bien agricole, troisième partie, la grande référence c'est le bail rural. Et par défaut, si vous faites une location à un titre payant, à un titre onéreux d'un bien agricole, le régime qui s'applique c'est celui du bail rural. Voilà. Alors il existe d'autres types de baux qui ne sont pas des baux ruraux, mais c'est des régimes dérogatoires, qui ne s'applique que dans certains cas de figure bien précis. Par défaut, c'est le régime juridique du bail rural qui s'applique. Alors il y a deux options de base au niveau du bail rural. Il peut être soit fermage ou à métayage. Bon, dans l'immense majorité des cas aujourd'hui, c'est le fermage qui est employé. Le métayage, c'est une forme historiquement prépondérante au XIXe siècle, mais aujourd'hui, c'est rare qu'elle soit utilisée. Donc le fermage, c'est simplement comme la location d'un local d'habitation, c'est-à-dire que c'est une somme d'argent qui est payée annuellement au bailleur. Le fermage, c'est différent, c'est une partie du produit de l'activité qui est reversé au bailleur. Alors en nature ou en espèces.
Ça peut être un pourcentage du chiffre d'affaires, par exemple, un pourcentage des bénéfices, ou encore une fraction en nature du produit d'exploitation, comme par exemple 10% de la récolte de céréales, par exemple. Bon, alors ce bail rural classique, il peut se décliner en plusieurs versions qui ont chacune leur petite particularité juridique. On a le bail rural standard, qui a une durée minimum de 9 ans. Le bail rural de long terme, alors on a un bail rural de 18 ans, un autre de 25 ans, ils sont légèrement différents. On a aussi le bail rural de carrière, donc qui s'étend jusqu'à la fin de l'activité professionnelle du locataire. On a aussi le bail amphithéotique. Alors celui-ci, c'est pas un bail rural, mais c'est un bail particulier. Pour simplifier, disons que le locataire se comporte véritablement comme le propriétaire. Le montant du loyer est extrêmement faible dans un bail amphithéotique et il se comporte comme un véritable propriétaire, c'est-à-dire qu'il paye toutes les taxes foncières, qui doit se charger de l'entièreté de l'entretien du bien. Bref, il se comporte vraiment, il peut construire sur le bien. Il se comporte véritablement comme un propriétaire. Par contre, à la fin du bail, la totalité de la propriété immobilière sur le site est retransmise sans indemnité au bailleur. Alors ça, c'est effectivement un particulier, c'est généralement utilisé par des collectivités territoriales, des mairies, des intercommunalités, qui veulent donner une vocation de long terme à des propriétés qui leur appartiennent et en font des baux amphithéotiques. C'est plutôt dans ce cas de figure que c'est utilisé. On a aussi le bail rural cessible hors du cadre familial. Ça, c'est une nouveauté depuis 2006, puisque le bail rural, de base, peut se transmettre, un locataire peut le transmettre dans le cadre familial. Donc à une personne qui est liée à lui par concubinage, pax ou mariage, et aussi à ses descendants. Il peut y avoir donc transmission à ses descendants du bail rural. Et on a aussi le bail rural environnemental. Enfin, alors environnemental, ça veut dire que ça va comprendre un certain nombre de clauses qui vont contraindre l'exploitation réalisée par le locataire. Par exemple, ça peut prévoir la sauvegarde, voire l'implantation de l'aire rurale, le fait que l'exploitation doit être labellisée en agriculture biologique, etc. etc. Voilà. Il y a des critères techniques de respect de l'environnement qui doivent être précisés dans ce bail rural environnemental. Et si jamais il ne s'est pas respecté, ça peut donner lieu à indemnisation au bailleur, voire être une cause pour rompre le bail. Alors bon, après, il existe des baux qui sont beaucoup plus spécifiques. Oui, je précise, il y a l'acte notarié, on doit passer par notaire, donc faire un acte notarié, si un bail rural, quel que soit son type, a une durée égale ou supérieure à 12 ans. Par défaut, de toute façon, le bail rural doit être consigné par écrit. Le fait de le mettre par écrit, c'est une obligation prévue par le Code rural. Alors après, dans les faits, c'est assez fréquent que le bail rural soit conclu uniquement par oral, mais les tribunaux acceptent, en cas de litige, qu'un bail rural soit conclu par oral. Il n'empêche, c'est une situation qui juridiquement est très fragile. Et moi, je ne recommande pas. Il vaut effectivement beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde qu'un bail rural soit formalisé par écrit. Et donc, il y a une obligation de passer par notaire si sa durée est égale ou supérieure à 12 ans. Alors, vous avez effectivement des baux qui sont plus spécifiques, ce ne sont pas des baux ruraux. Vous avez le commodat. Ça, c'est particulier, c'est une location à titre gratuit. Donc, il ne doit pas y avoir versement d'une contrepartie, qui soit monétaire ou autre, du reste, au bailleur. Ça, c'est une façon, ça peut être une façon, effectivement, de gérer d'accéder à un bien. C'est très peu encadré par la loi, le commodat. C'est les articles 1875 et suivants du Code civil, quelques articles du Code civil qui prévoient ce régime juridique. Il y a très peu de règles de droit. Grosso modo, le locataire s'engage à entretenir le bien, voilà, et le bailleur, simplement, il donne la jouissance du bien pendant une certaine durée qui n'est pas encadrée par la loi. Il y a très peu de règles qui encadrent le commodat. Et puis vous avez des trucs un peu particuliers comme le bail pastoral qui s'applique sur des territoires où on va faire, c'est très adapté pour l'utilisation temporaire au cours de l'année comme pâture de terre. Ça se trouve souvent utilisé dans le secteur montagnard. Le bail à cheptel, c'est-à-dire qu'une personne qui est propriétaire d'un troupeau va le donner à quelqu'un d'autre qui a la charge de s'occuper du troupeau pendant une certaine période. On a aussi le bail de petite surface.
Puisqu'il y a une utilisation extrêmement réduite, puisque d'une part, c'est en dessous d'une surface qui est définie par arrêté préfectoral. En Loire-Atlantique, c'est en dessous d'1 hectare. Et ça ne peut constituer pour le locataire qu'une partie tout à fait annexe de son exploitation. Ça ne peut pas être une partie importante de son exploitation qu'il peut louer par bail de petite surface. Bon, ça, c'est un cas quand même assez particulier. Alors maintenant, je terminerai avec un grand chapitre qui est celui des autorisations d'urbanisme. Comment construire sur une ferme? Alors, le document local d'urbanisme reste le premier document à consulter dans le détail. Alors, ça peut être soit un PLU, un plan local d'urbanisme, soit une carte communale. La carte communale étant beaucoup plus simple que le PLU. Alors, si vous n'avez pas de document local d'urbanisme, ce qui maintenant est assez rare, mais arrive sur certaines communes rurales reculées, c'est à ce moment-là le RNU qui s'applique, c'est-à-dire le Règlement national d'urbanisme, qui a un certain nombre d'articles prévus au Code de l'urbanisme, et qui définissent des règles extrêmement restrictives sur l'utilisation des sols. Donc les documents d'urbanisme à connaître, vous avez le certificat d'urbanisme informatif et le certificat d'urbanisme opérationnel. Deux frères jumeaux. Un certificat d'urbanisme informatif, c'est vous faites une demande de CU, pour aller vite, CUI, au service instructeur, donc le service au niveau de la mairie ou de l'intercommunalité, donc communauté de communes, communauté d'agglomération, qui gère les autorisations d'urbanisme, et il vous donne gratuitement ce CUI. Ce CUI qui vous précise donc toutes les règles d'urbanisme applicables sur le terrain. Ça vous précise aussi les taxes foncières applicables, ce qui est aussi intéressant. Et ça peut vous informer s'il y a des risques naturels et technologiques spécifiques sur la parcelle. Alors, c'est une procédure. Ça, je vous invite à le faire vraiment si vous avez un terrain qui vous intéresse, parce que déjà c'est gratuit. Il n'y a pas besoin que vous ayez un lien juridique avec la parcelle. Il n'y a pas besoin que vous soyez propriétaire, locataire, ou vous ayez n'importe quel type de relation juridique avec la parcelle. N'importe qui peut faire la demande. Alors, son frère jumeau, c'est CUO, certificat d'urbanisme opérationnel. Ça, c'est quand sur une parcelle, vous envisagez un projet constructif. Vous faites cette demande, vous faites un descriptif très sommaire de votre projet constructif et ils vont donner, outre toutes les informations qu'on a déjà dans le CUI, ils vont donner une appréciation sur la faisabilité du projet constructif. Donc, grosso modo, ils vont vous dire soit oui, aucun problème, soit oui, avec certaines modifications, certaines prises en compte de certaines règles, ou après, ils vont vous donner une appréciation négative si ça leur paraît ne pas être correct vis-à-vis des règles locales d'urbanisme. Après, même s'ils vous donnent un avis positif, il faut toujours rester prudent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont automatiquement vous accorder le permis de construire derrière, mais c'est tout quand même un bon signe. Après, vous avez la déclaration préalable de travaux. Donc ça, c'est sur grosso modo, les petits travaux. Alors, bon, dans le détail, c'est un peu complexe, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quand vous créez un bâtiment ou une extension qui a une surface de plancher entre 5 et 20 mètres carrés. Alors, il faut bien dissocier dans l'esprit la surface de plancher et la surface d'emprise au sol. C'est deux choses différentes. L'emprise au sol, c'est la surface qu'occupe au sol votre bâtiment. La surface de plancher, c'est la surface du plancher à l'intérieur du bâtiment avec une hauteur sous plafond qui fait au moins 1,80 m. Sachant qu'on exclut les espaces de circulation, les espaces qui servent à faire des espaces techniques, comme on fait passer des gaines par exemple, des cages d'ascenseur par exemple, ne sont pas comprises dans la surface de plancher. Voilà. Donc, surface d'emprise au sol et surface de plancher sont bien deux choses distinctes. Et grosso modo, si vous êtes sur une construction qui fait entre 5 et 20 mètres carrés surface de plancher, vous êtes sous le régime de la déclaration préalable de travaux. Déclaration qui s'applique aussi, par exemple, si vous créez de nouvelles ouvertures, nouvelles baies, nouvelles fenêtres, portes dans un bâtiment. Bon, le détail, je passe tout le détail de l'application. Après, il y a un certain nombre de travaux qui ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme. C'est une construction qui est en dessous de 5 mètres carrés de surface de plancher, il n'y a pas d'autorisation demandée. C'est typiquement, par exemple, le cas si vous faites une cabane de jardin. Pas besoin de faire il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme à demander, ou des toilettes sèches en extérieur, par exemple. Cela étant dit, ce n'est pas parce que votre construction n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme qu'elle ne doit pas respecter les règles locales, et donc voilà, vous renseignez-vous bien sur les règles applicables, notamment via le CUI, pour que ça réponde à ces règles. Sachant que les grandes préoccupations des élus, c'est la question d'éventuelles plaintes des voisins.
Donc attention à l'insertion paysagère, que ça ne soit pas vilain depuis la voie publique. Il vaut mieux que ça ne soit généralement pas visible depuis la voie publique, c'est quand même plus simple. Que ça ne soit pas gênant pour les voisins. C'est souvent une cause de recours, c'est que ça soit gênant pour le voisinage. Que ça ne cause pas de nuisance sonore, de nuisance olfactive. Que ça soit facilement accessible pour les services des pompiers. Ça, c'est une des grandes préoccupations des services instructeurs, c'est que les services d'incendie et de secours puissent facilement joindre le site. Et puis, si jamais il y a un système d'assainissement, que ce système d'assainissement soit aux normes. Voilà. C'est les questions d'hygiène et de sécurité derrière qui sont surtout importantes pour eux. Et enfin, on a donc le permis de construire. À partir du moment où, grosso modo, sur un projet constructif, à partir du moment où la surface de plancher est supérieure à 20 m², on passe par le permis de construire, qui est obligatoire. Évidemment, ça, c'est le dossier de permis de construire est nettement plus épais que celui de la déclaration préalable de travaux. Il faut par exemple avoir précisé l'implantation exacte sur un schéma parcellaire de l'implantation du projet, avoir une vue permettant de visualiser l'insertion paysagère du projet. Bon, il y a quand même un certain nombre de documents à annexer au permis de construire. Si vous voulez connaître d'ailleurs le détail de ces documents, je vous invite à chercher leurs fiches pratiques sur le site servicepublic.fr. Il y a des servicepublic.fr, vous cherchez, il y a un moteur de recherche interne, vous cherchez le nom de ces différents documents. Vous avez des descriptifs très précis de ces documents, c'est à jour, c'est des sites qui sont menés par l'État, donc c'est très fiable. Vous avez beaucoup d'informations dans le détail sur tout ça. Alors, construire en zone agricole, donc. Encore faut-il que la ferme soit en zone agricole. Elle pourrait être, on pourrait avoir une partie en zone naturelle, on pourrait avoir une partie en zone U, urbaine, ou en zone AU, A urbanisée. Enfin, il peut y arriver d'autres choses, mais en général, elle est en zone A, en zone agricole. Donc, si vous êtes sur un terrain classé en zone agricole, vous devrez justifier pour toute construction, que ce soit du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux, le fait que vous avez la qualité d'agriculteur, donc cotisant solidaire ou exploitant agricole, on l'a vu. Vous serez plus crédible vis-à-vis de l'administration si vous avez la qualité d'exploitant agricole. Et puis, vous puissiez argumenter le fait que la construction présente un intérêt réel pour votre activité agricole. Alors, grosso modo, pour les bâtiments techniques liés à l'agriculture, ma foi, c'est pas pas de grandes difficultés. Après, il y a un autre document qu'il faut que vous consultiez au préalable, ce qui s'appelle le RSD, Règlement sanitaire départemental. Comme le nom l'indique, c'est défini au niveau de chaque département. Et il définit beaucoup d'éléments réglementaires sur justement les bâtiments agricoles. Par exemple, la distance minimum que doit avoir un bâtiment d'élevage vis-à-vis de la limite de la parcelle, par exemple, du voisinage. Donc il y a beaucoup d'aspects réglementaires qui sont définis par le RSD. Donc, il faut mieux le consulter au préalable, évidemment. Par contre, là où c'est plus difficile, c'est si vous voulez construire un bâtiment d'habitation. C'est là où les choses sont plus compliquées, puisqu'il faut prouver qu'il soit indispensable que votre domicile soit situé sur la ferme. Et c'est souvent là que ça bloque. Il y a maintenant beaucoup de jurisprudence sur le sujet, beaucoup de décisions de justice là-dessus. Bon, là où c'est compliqué, c'est sur des productions végétales. Du maraîchage, de l'arboriculture, de la viticulture, etc. C'est là où généralement ça ne passe pas. Parce que souvent, les institutions vont considérer qu'il n'est pas indispensable que vous soyez exactement présent sur place pour mener une culture végétale. On peut éventuellement argumenter sur la question du pépinière, parce qu'une pépinière, c'est très sensible aux aléas climatiques. Il faut être vraiment capable de réagir un peu au quart de tour lorsqu'il y a un accident climatique. Donc, parfois, ce genre de dossier passe, mais globalement, sur les cultures végétales, c'est compliqué. Sur les élevages, c'est beaucoup plus simple, puisque le fait qu'il faille que vous soyez présent sur place pour réagir à une urgence, que vous soyez à l'écoute de vos animaux, etc., c'est quelque chose qui s'entend beaucoup plus dans les institutions, et donc ça passe nettement mieux quand vous avez la profession d'agriculteur. Donc après, je vous invite à consulter une charte. Il y a une charte qui est définie au niveau de chaque département, qui est coécrit par l'association départementale des maires, la chambre d'agriculture et la préfecture, et qui définit les critères à respecter pour bénéficier d'une autorisation d'urbanisme vous permettant de créer un habitat sur site.
En Loire-Atlantique, par exemple, il y a un montant minimum de chiffre d'affaires à atteindre en moyenne sur les 3 dernières années. Voilà, il y a un certain nombre de critères qui sont quand même très restrictifs. Alors, toute cette réglementation, initialement, est d'abord faite pour éviter tout risque de dérive et qu'on ait des personnes qui n'ont pas de vocation agricole a fortiori, mais qui s'inscrivent comme agriculteurs pour pouvoir faire leur habitat sur des parcelles agricoles alors qu'elles n'ont pas de réelle activité agricole. C'est pour éviter finalement du mitage urbain et des détournements du statut que tous ces critères ont été mis en place aussi. Bon. En tout cas, il faut savoir qu'il y a quand même il y a plusieurs institutions qui vont être impliquées dans la délivrance de toute autorisation d'urbanisme. La Chambre d'agriculture, la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, la CDPENAF, Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, véritable poésie administrative, CDPENAF, la commune, donc a fortiori le maire, puisque c'est le maire qui, in fine, signe l'autorisation d'urbanisme, et l'intercommunalité, donc soit la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. Donc c'est pour ça que c'est un véritable parcours administratif lorsqu'on veut faire une autorisation d'urbanisme. Alors, quand même, je vais vous donner un peu de quoi vous redonner le sourire. Les serres sont une piste pratique, globalement, en matière de projets constructifs. Déjà, si vous avez une serre qui a une hauteur maximum inférieure à 1,80 m, il n'y a aucune autorisation d'urbanisme à demander. Voilà. Encore une fois, attention à la question d'hygiène et de sécurité, une bonne insertion paysagère, que ça respecte les règles locales d'urbanisme, mais sur le principe, ça ne demande pas, c'est pas soumis à autorisation en zone agricole. Si une serre atteint une hauteur entre 1,80 m et 4 m, ce qui quand même donne de la marge, et dont la superficie ne dépasse pas 2000 m² au sol, ce qui est aussi quand même plutôt important, eh bien, ça ne soumis qu'à déclaration préalable de travaux, ce qui reste une formalité simple. Et donc, dans les deux cas, c'est quand même une solution pratique pour créer, in fine, des espaces de stockage, des espaces de travail, des espaces bien sûr pour faire des productions végétales sous des serres. On peut aussi, si on aménage correctement une serre, en faire des abris pour des animaux. Ça peut servir à faire des accueils très temporaires de visiteurs qui passent sur site, en tout cas au moins au minima pour s'abriter des intempéries. Donc, il est vrai que les serres agricoles sont une piste très pratique au niveau constructif. Par contre, je ne dis pas qu'il faut y faire son habitat. Outre le fait que c'est quand même très précaire, là pour le coup c'est complètement interdit. Alors là, je pose la question des habitats légers. Alors c'est un sujet un peu complexe. Alors, le b.a.-ba à savoir, c'est que vous avez les HLL, les habitations légères de loisirs, qui doivent avoir une surface de plancher inférieure à 35 m² et qui ne peuvent être implantées que dans certains lieux de vacances. C'est très restrictif. Donc les maisons de vacances agréées, les campings agréés, les parcs naturels de loisirs, par exemple. Donc ça, c'est des lieux qui sont définis par l'article R111-38 du Code de l'urbanisme. Donc, in fine, en fait, c'est peu applicable sur les sites agricoles. Donc, pour rappel, les HLL, c'est des constructions qui sont facilement démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Donc, on ne peut pas en faire son domicile. C'est strictement interdit. Après, vous avez les RML qui sont un peu différentes. Là aussi, elles ne peuvent être implémentées que sur certains lieux de vacances. Et contrairement aux HLL, elles peuvent être déplacées sur les routes par elles-mêmes avec l'aide d'un véhicule. Donc notre camping-car, par exemple, rentre dans les catégories. Mais là aussi, comme ça ne peut être implanté que sur certains lieux de vacances, l'application sur un site agricole est quand même compliquée. Dans tous les cas, HLL et RML ne peuvent pas se maintenir sans autorisation d'urbanisme sur un terrain privé, et si ce n'est pas évidemment un lieu de vacances, que sur une période maximale de 3 mois. Au-delà des 3 mois, il faut faire une demande d'autorisation en mairie au niveau du service instructeur d'instruction d'urbanisme. Bon. Alors, hop là. Vous avez quelque chose qui est plus récent, ça vient des évolutions liées à la loi Allure du 24 mars 2014. Et de ces décrets d'application, on a une nouvelle catégorie d'habitat léger qui est apparue. Alors, ce sont les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur, définies par l'article R111-51 du Code de l'urbanisme. Alors,
pour la première fois, c'est une catégorie juridique où on peut avoir un habitat léger qui sert de domicile. Donc, alors, c'est soumis soit à permis d'aménager, ce qui par contre est une formalité lourde au niveau administratif. Si on a un nombre de RDHPU, c'est l'acronyme pour l'abréviation, si donc, ces RDHPU sont deux ou plusieurs, pardon, et que leur surface de plancher combinée est égale ou supérieure à 40 mètres carrés. Par contre, c'est seulement soumis à une simple déclaration préalable de travaux si, quel que soit le nombre de RDHPU, leur surface de plancher est inférieure à 40 mètres carrés. Donc en pratique, si vous êtes en dessous du seuil avec une RDHPU, vous pouvez faire une implantation avec une seule déclaration préalable de travaux. Encore faut-il, encore une fois, que ça soit cohérent avec les dispositions du document local d'urbanisme. Sachant que c'est quelque chose de très nouveau comme catégorie juridique, donc en général, le service d'instruction des autorisations d'urbanisme et a fortiori le maire ne connaissent pas cet outil-là, et donc il y a une vraie pédagogie à faire autour de cette catégorie juridique. Bon. Alors de façon tout à fait anecdotique, il existe ce qu'on appelle soit les pastilles, c'est dans le langage courant, ou les STECAL, S-T-E-C-A-L, c'est l'acronyme pour superficie. La signification de l'acronyme m'échappe là. Mais c'est une superficie de terrain dans laquelle il est possible d'implanter, sans autorisation d'urbanisme, des habitations légères de loisirs. Ça, c'est une nouveauté qui a été introduite par la loi ALUR. Voilà, ça me revient, c'est secteur de taille et de capacité d'accueil limitée. Voilà. C'est ça que signifie l'acronyme STECAL. Donc ça facilite grandement l'implantation des HLL, mais ça doit être prévu par le document local d'urbanisme, et dans les faits, il est extrêmement rare qu'une commune ait mis en place ça actuellement dans son document local d'urbanisme. Donc ça reste tout à fait... On entend parler assez souvent dans les discussions, mais ça reste tout à fait anecdotique. Bon, écoutez, je viens de dérouler la partie que j'avais prévue. Je suis donc maintenant à l'écoute de vos questions. Alors, vous pouvez lever la main pour que je puisse donner la parole à l'un et à l'autre. J'espère ne pas vous avoir assommé avec cet exposé. Oui. Pour les serres, ça peut être aussi en dur, c'est pas forcément du démontage. Oui, tout à fait. C'est n'importe quel. Après, peu importe le procédé constructif et les matériaux, peu importe. C'est des questions purement de volume. C'est quoi le RDHPU? RDHPU, c'est l'abréviation. Hop là. Oui, c'est l'abréviation pour résidence démontable constituant l'habitat permanent de leur utilisateur. Cette catégorie juridique qui permet d'avoir une habitation légère de loisirs qui sert de domicile principal à son utilisateur. Comme un démontable, ça veut dire comme par exemple un chalet ou... Alors, est-ce qu'on pourrait faire un chalet en RDHPU? Oui, ça pourrait passer. Par exemple, on voit la question des yourtes. Les yourtes, par exemple, ne rentrent pas automatiquement dans une des catégories HLL. C'est pas automatique. En fait, ça pourrait être aussi bien une RDHPU qu'une HLL ou une RML. En fait, ça dépend dans quel cas de figure on se trouve. Oui. On est encore sur la surface plancher, là, les 40 mètres carrés? Oui, et en quoi? J'ai pas compris la question. 40 mètres carrés, c'est encore de la surface. C'est de la surface du plancher, oui. Oui. Par rapport au fait qu'on puisse installer une serre, est-ce que c'est dépendant du fait qu'on soit agriculteur ou bien c'est pas obligatoire? Il faut avoir la qualité d'agriculteur. Si. C'est pour n'importe quelle construction sur une zone agricole, il faut avoir la qualité d'agriculteur. C'est indispensable. Même sur des éléments qui ne sont pas soumis à l'autorisation d'urbanisme. Alors après, peu importe qu'on soit... Après, ça peut se discuter, qu'on soit bailleur ou locataire du terrain. Sur le principe, bon, quand vous êtes propriétaire, il n'y a aucune difficulté. Quand vous êtes locataire, il faut voir les termes, les clauses présentes dans le bail. Et en règle générale, il faut avoir l'autorisation préalable du bailleur pour faire des constructions. Une fois qu'on a l'autorisation écrite, on peut faire les démarches pour faire la demande d'autorisation d'urbanisme. Oui. Si on veut faire de la sensibilisation dans l'exploitation, on est obligé d'avoir une association ou on peut le faire... Non, ça peut tout à fait être dans le cadre de la société agricole. Alors, ça dépend dans quel type de société.
Par exemple, en GAEC, les activités annexes non agricoles sont interdites. En GAEC, c'est strictement impossible. Par exemple, en EI, c'est possible. C'est tout à fait possible d'avoir quelques activités pédagogiques en tant que EI ou IRL. C'est tout à fait. Non, effectivement, c'est très bien de le souligner parce que je n'ai pas pensé à en parler. Mais contrairement à un mythe qu'on voit circuler, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un diplôme agricole pour être agriculteur. Voilà, ce n'est pas un critère. Alors après, c'est utile pour beaucoup d'autres choses. C'est indispensable si on va voir la DGA, la dotation jeune agriculteur. Ça aide grandement pour être crédible vis-à-vis des institutions pour accéder au foncier agricole. Il y a de nombreux intérêts. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable. Mais il faut avoir obligatoirement un DPREA. Non. Non. Aucun diplôme agricole n'est nécessaire. Pour la DGA pour la DGA, c'est le niveau bac pro qui est nécessaire. Donc ça peut être un bac pro agricole ou ça peut être un niveau pour un BPREA, ce qui est le plus classique. Non, c'est pas posé par les textes. Non, il faut un niveau de diplôme. On pourrait, en fait, dans l'absolu, on pourrait tout à fait faire un BPREA, spécialité viticulture, puis faire du maraîchage. C'est pas très cohérent, mais c'est pas interdit réglementairement. Oui. 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 Tout à fait. Alors, ça, c'est le cas de la pluriactivité. C'est tout à fait possible d'avoir, par exemple, la qualité d'exploitant, d'agriculteur, que ce soit cotisant solidaire ou exploitant agricole, et à côté, avoir aussi une autre activité qui n'est pas une activité agricole. C'est faisable. Que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. C'est tout à fait faisable. Bon. Donc être affilié à côté, si vous êtes salarié au niveau de la sécurité sociale ou au niveau de la sécurité sociale des indépendants, si vous êtes indépendant. La plupart des indépendants sont à la SSI, sauf cas particuliers. Après, il faut savoir qu'on ne peut être affilié, par contre, pour recevoir être affilié et recevoir des aides qu'au niveau d'un seul régime social. On ne peut pas à la fois recevoir des aides de la sécurité sociale et de la MSA. Ça, c'est complètement impossible. Donc la question, c'est quel est votre régime principal d'affiliation? C'est ça qui va poser question. Bon, alors, ça dépend de votre activité principale et le Code de la sécurité sociale prévoit que par défaut, c'est votre activité la plus ancienne qui est considérée comme votre activité principale. Exemple, vous êtes salarié, donc affilié à la sécurité sociale, et vous lancez une activité agricole à temps partiel, imaginons. Dans ce cas-là, vous resterez affilié pour le versement de vos cotisations sociales à la sécurité sociale. Ce qui ne vous empêchera pas de payer des cotisations sociales à la MSA, mais vous ne recevrez pas de cotisations sociales de la part de la MSA. Voilà. Donc par défaut, c'est le régime social le plus ancien. Alors, il y a une particularité aussi, c'est que si, par contre, l'activité la plus ancienne, c'est une activité saisonnière, une activité temporaire, par exemple, si vous êtes moniteur de ski, si vous êtes barman uniquement en été, des choses comme ça, à ce moment-là, c'est l'activité permanente qui est considérée comme l'activité principale. Exemple, imaginons que vous êtes moniteur de ski, activité saisonnière par excellence, et que vous lancez une activité de berger, donc une activité agricole, vous êtes de facto tout de suite affilié à la MSA et vous recevrez votre cotisation à la MSA. Sachant que, même si vous êtes dans un cas où vous n'êtes pas affilié à la MSA, je reprends mon histoire où vous êtes salarié en même temps, au bout de 3 années d'activité en tant qu'agriculteur, vous avez la possibilité de faire une demande dérogatoire pour être affilié quand même à la MSA. Voilà, à partir de l'année suivante. Après, si vous êtes salarié, grosso modo, quand même, la couverture sociale des salariés au niveau de la sécurité sociale est nettement plus intéressante que la couverture sociale des agriculteurs. Donc, ce n'est pas nécessairement une option très intéressante. Et puis, il faut savoir que le Code de la sécurité sociale prévoit aussi que si vous avez une activité professionnelle agricole indépendante et que vous ne vous affiliez pas, que ce soit dans l'un des deux statuts, vous ne vous affiliez pas en tant qu'agriculteur, vous commettez un délit. Eh oui. C'est pas compliqué. Les formalités sont simples à la MSA. Il n'y a aucune complexité. À partir du moment où vous remplissez les critères, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc, je le précise, si on ne s'affilie pas, c'est un délit. Donc, on peut être poursuivi par la MSA et donc payer
Alors, la loi prévoit une amende, voire des peines de prison sur les cas extrêmes. Et puis, à minima, le versement de toutes les cotisations sociales qu'on n'aura pas versées jusque-là. Donc, c'est quelque chose à éviter. Oui. Dans le cadre d'une activité agricole annexe, oui. Est-ce que si on exploite une toute petite parcelle, mais qui n'est pas en zone A, oui. est-ce qu'on peut quand même vendre des produits? Ah oui, oui. Mais le fait de vendre des produits n'est absolument pas lié à la localisation de l'exploitation. Peu importe. Vous avez une autre question? C'était par rapport à l'acquisition des terres, par rapport au rôle de la SAFER. Oui. Est-ce qu'il y a un statut qui est privilégié par les SAFER en général? Alors, en fait, dans les faits, c'est très variable selon les territoires. L'observation, les retours de terrain, c'est que c'est vraiment très variable sur les territoires, en fait. C'est pour ça que c'est difficile de donner une réponse générale. C'est clair qu'il faut déjà être affilié en tant qu'agriculteur, de toute façon, c'est indispensable. Et à force. Alors on peut tout à fait faire sa demande, si on est en concurrence avec d'autres agriculteurs, être cotisant solidaire et faire quand même la demande auprès de la SAFER, mais on sera nettement moins crédible que si on est exploitant agricole. C'est pour ça que je disais que ça donne quand même, ça facilite l'accès au foncier. Mais ce n'est pas le seul critère, effectivement, qui joue. Les questions d'âge, par exemple, jouent. Elles sont dans le SDREA, ça définit des critères de priorité, et quand vous êtes en dessous de 40 ans, donc c'est l'âge pour avoir la DJA, c'est un critère sur lequel on peut jouer pour l'accès au foncier. Le fait d'avoir un projet technico-économique vraiment bien ficelé, voilà, avoir un plan de développement d'entreprise agricole, par exemple, vraiment bien costaud, c'est clairement un argument de poids au niveau de la SAFER. Le fait d'avoir des pratiques agroécologiques, malheureusement, ça ne joue qu'un faible poids au niveau des SAFER. Il faut quand même en avoir bien conscience. Ça ne joue que peu. Si théoriquement c'est censé jouer, dans les faits, ça joue peu, ça joue à la marge. C'est clair que si vous avez la DJA, c'est un critère important. Après, maintenant, aujourd'hui, dans 2/3 des installations se font sans DJA. Et c'est pas pour rien, parce que la DJA, c'est un cadre administratif qui est extrêmement restrictif et très contraignant. C'est pour ça que beaucoup s'installent sans DJA. Ça, on peut en débattre. C'est la dotation jeune agriculteur, c'est-à-dire c'est une subvention qui est donnée par plusieurs paliers pour des personnes qui s'installent. Voilà. Ces personnes qui s'installent doivent avoir un diplôme agricole de niveau au moins bac pro, donc le BPREA par exemple, avoir moins de 40 ans. Et puis elles doivent former, ça s'appelle un plan de développement de l'entreprise, qui définit de façon très précise le développement de l'entreprise avec un prévisionnel comptable, etc. Et la personne qui bénéficie de la DGA doit s'engager à faire un suivi comptable via une association de gestion agréée, et puis suivre exactement le plan de développement sur lequel elle s'est engagée. C'est ce qui pose souvent difficulté. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne choisissent pas, c'est par rapport à cette histoire de suivi comptable extrêmement rigoureux, et qui en plus engendre des coûts, puisqu'il faut payer l'association de gestion agréée. Donc, même parfois sur le plan purement financier, l'intérêt de la pertinence de la DJA vraiment peut se discuter. Oui. Je reviens sur le RDHPU. Oui. J'ai du mal à comprendre comment ça peut être démontable et en même temps à l'état permanent. Et pourtant, c'est bien ce que prévoit le texte de loi. Et démontable, c'est pas les yourtes, c'est quoi? Je ne vois pas vraiment autre chose, quelque chose comme du Tipeee, mais bon, c'est quand même très précaire en termes de construction. Concrètement, je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait être autre chose qu'une yourte, à vrai dire. Dans l'idée, on peut se dire que c'est quelque chose qui doit être démontable dans la journée. La loi ne donne pas beaucoup plus de précision. Oui. Dans le cadre d'une entreprise agricole à responsabilité limitée, oui. Chaque associé doit être au minimum cotisant ou ça peut être décidable? Alors, non, pas obligatoirement. Mais il doit, au moins, disons que les associés agriculteurs doivent détenir la majorité du capital social. Voilà. Donc on pourrait avoir des gens qui ne sont pas agriculteurs, par exemple, qui sont associés. Mais l'ensemble des personnes qui n'ont pas la qualité d'agriculteur ne peuvent détenir qu'une minorité des parts sociales, que 49% et moins des parts sociales. Et on peut se limiter à des cotisants solidaires, il n'y a pas besoin Tout à fait. agricole. Tout à fait. Qu'ils soient agriculteurs. Après, l'une ou l'autre des catégories, peu importe. Alors, c'est que dans les GAEC où ça pose problème. C'est que pour les GAEC, tous
les associés doivent obligatoirement avoir la qualité d'exploitant agricole. C'est une des particularités des GAEC. Ce critère-là n'est pas présent dans les autres sociétés agricoles. Oui. Je ne saurais pas trop comment formuler la question, mais pour moi c'est confus. L'aspect par exemple, si je déclare une activité de vente de sapin, Oui. pépinière, Oui. et qu'après je trouve des champignons, je veux les vendre. Oui. C'est pas la même activité. Ça reste, les deux sont des activités agricoles. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Un pépiniériste, il peut vendre des champignons sans... Oui. Grosso modo, oui. Après, il faut simplement voir si c'est une entreprise agricole, ou j'ai une entreprise tout court du reste, que ce soit une activité qui soit prévue par l'objet social. Par l'objet social enregistré au niveau des statuts de l'activité. Si, par exemple, sur les statuts de l'association, c'est marqué uniquement pépiniérisme, s'il veut mettre cette activité de champignons, il faudrait qu'il modifie ses statuts. Voilà. Parce qu'il y a une formalité à faire au niveau du centre de formalité des entreprises. Bon, c'est rien de bien compliqué. Donc en fait, c'est... En fait, déjà, en amont, lorsqu'on crée des statuts d'une société agricole, il faut mieux avoir un objet social très très large, pour avoir bien anticipé sur les éventuelles évolutions futures de l'activité. Puis bon, même si après on est amené à le modifier, c'est tout à fait faisable. Alors, vous aviez une question ? Dans le cadre d'une SCEA, oui. On peut être cotisant solidaire ? Oui. Oui, tout à fait, oui. Chaque associé peut être cotisant solidaire. Oui, c'est possible. C'est la SCEA en elle-même qui est... Ah non, une entreprise ne peut pas avoir la qualité d'agriculteur. Ça, c'est complètement impossible. Mais ça, c'est complètement impossible. Ça. Non, le régime social, donc la qualité d'exploitant agricole et de cotisant solidaire est strictement individuelle. C'est pour des personnes physiques, voilà, tout simplement. Oui, dans une SCEA, on peut imaginer que tout le monde soit cotisant solidaire, c'est possible. Oui. Et si pendant 3-4 années, le chiffre d'affaires de l'associé de la SCEA n'a pas fait de chiffre d'affaires du tout, donc sa cotisation Alors, est à zéro. effectivement, les cotisations sont à zéro. Après, c'est une société. Donc après, il y a le régime fiscal de la société qui s'applique aussi. Il faut bien dissocier la question du régime, c'est pour ça que j'insiste sur bien dissocier la question du régime social et la question du type de société. Effectivement, imaginons une SCEA où il y a plusieurs cotisants solidaires et qui ne fassent aucun chiffre d'affaires. Effectivement, ils n'auront pas de cotisation sociale à payer. Par contre, au niveau de la société, il y a l'impôt sur les sociétés qui s'applique. On a aussi la cotisation foncière des entreprises qui s'applique. Donc, et puis après, il y a les taxes foncières aussi, si l'activité s'applique sur un certain bien immobilier. Donc, il faut anticiper là-dessus. Oui. Oui. D'accord. Est-ce que si vous avez déjà un habitat sur site, vous avez intérêt à le faire rentrer dans le capital social de la société ? Non, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ça me prend la tête de faire 36 interlocuteurs pour juste vendre quelque chose. Ben, alors, si vous avez une production agricole, mais que c'est pour votre autoconsommation, là, il n'y a aucune démarche à faire, il n'y a pas besoin d'avoir l'équité agriculteur, il n'y a aucune démarche administrative à faire. Il faut être clair là-dessus. Alors après, c'est si vous avez un projet constructif, c'est là que ça se complique un peu. Mais un particulier peut faire une déclaration préalable de travaux pour faire une serre chez lui. Ça ne pose pas de grosses difficultés en général. Après, il faut voir la dimension de la serre, il faut voir de quoi on est en train de parler. Une petite serre de jardin, ça pose en général pas de grand problème. Donc, si vous êtes sur des productions purement sur de l'autoconsommation, sur l'autosubsistance, il n'y a aucune démarche à faire. Il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas besoin de rentrer dans toutes les démarches dont je viens de parler. Ou si vous êtes sur des trocs, de l'échange, de petites productions que vous faites vous-même, là non plus, il n'y a aucune démarche administrative à faire. Après, la question qui se pose, c'est si vous en faites une activité économique, c'est si vous vendez votre production.
Et là, c'est certain que si vous ne faites pas les démarches pour vous enregistrer en tant qu'agriculteur et avoir une entreprise, vous êtes clairement dans l'illégalité. Hein. Donc vous commettez un délit. Après, si effectivement vous fait redresser, vous pouvez être poursuivi par l'administration pour commission d'un délit. Donc ça, c'est votre choix. Hein. Et, sinon, on a vu le statut d'agriculteur, au-delà d'une SMA, cotisant solidaire pour des plus petites productions. Oui. Et j'ai entendu parler aussi du suivi parcellaire. Alors, oui, effectivement. Alors, il y a un autre statut dont je n'ai pas parlé, c'est affilié au suivi parcellaire. Affilié au suivi parcellaire. En fait, j'en ai pas parlé parce qu'il est très anecdotique. Il y a très peu de personnes qui font appel à ce statut. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'à la base, ce statut a été pensé pour des agriculteurs qui partent à la retraite mais gardent une petite production, ils gardent un petit lopin de terre qui continue d'exploiter et ils vendent leur petite production. Ça a été pensé pour eux au départ. Donc, il faut être en dessous d'un quart de la SMA, impérativement. Ça reste extrêmement petit en termes de taille, déjà, pour accéder à ce statut-là. Et puis, il faut bien voir que ça ne vous donne aucun droit. Aucune couverture sociale, aucun accès à la formation professionnelle agricole, absolument aucun droit. Donc, ça peut être intéressant, à mon sens, uniquement si vous êtes sur une forme de lieu autonome où vous avez des toutes petites productions que vous écoulez occasionnellement et que vous voulez être en règle. On peut utiliser ce statut, mais ça reste anecdotique. Suis affilié au suivi parcellaire. Alors, de faire des productions massives et tout très légiféré, c'est plutôt tout l'inverse. Alors, j'entends bien qu'effectivement, la permaculture, je suis d'accord, hein, dans le secteur agricole, ça se situe à contre-courant de l'agriculture productiviste, on est d'accord. Après, un agriculteur qui est permaculteur, il peut tout à fait faire des productions commerciales aussi. Donc après, ça dépend de comment on veut vivre la permaculture en réalité, je pense. Oui. Du coup, si on veut produire un peu, vendre un peu, oui. ne pas avoir les soucis financiers liés oui. aux entreprises, oui. cotisant solidaire et avoir une asso, c'est le mieux. C'est pas le mieux, c'est un peu compliqué. J'ai dit, il y a quand même quelques complexités en fait liées En fait, la complexité à l'associatif, c'est surtout le fait que c'est très difficile de pouvoir percevoir les fruits de son travail. Oui. Et oui, c'est ça le problème. On est d'accord avec ça. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, la formule la plus simple dans tout ce que je viens de présenter, c'est cotisant solidaire en entreprise individuelle. On ne peut pas faire plus simple. Ah oui, il faut être individuel. C'est effectivement, ça fait partie du statut, effectivement, on est d'accord. Oui. Si on est 5 auto-entrepreneurs sur le lieu, par exemple. On peut tenter, mais on peut avoir un redressement par l'administration fiscale pour société de fait. En fait, l'activité des 5 pourrait être requalifiée comme société de fait par l'administration fiscale, et ce qui est mieux, outre à des peines d'amende et de versement d'imposition non versée jusqu'à cette date. Donc non, c'est plutôt dangereux comme histoire. Oui. Tout à fait. Évidemment, il y a de la plasticité là-dedans. On peut transitionner entre exploitant agricole et cotisant solidaire, entre les deux statuts. Et puis, une société, on peut la faire basculer d'un type à un autre. Par exemple, un GAEC, vous pouvez le faire basculer en SCA, une SCA peut être basculée en EARL, enfin on peut imaginer toutes les permutations. La seule chose qui est complètement impossible, c'est de faire transformer une association en société directement. Ou passer une société et la transformer en association. Ça, c'est complètement impossible. Il faut, dans ce cas-là, par exemple, clôturer l'association, puis après créer la société, ou vice-versa. Mais sinon, les autres permutations sont possibles. Après, dans le détail, suivant il y a un processus administratif à respecter, etc. Mais ça reste possible. Oui. D'autres questions ? Oui. Qu'est-ce que ça change quand vous installez hors zone agricole pour l'habitation, c'est oui. plus avantageux?
Alors, ça dépend dans quel endroit. Parce que si on est en zone naturelle, ce qui est une des possibilités, là, c'est plus du tout intéressant. Parce qu'en zone naturelle, en fait, on peut quasiment rien construire. Déjà, bon, après, on peut avoir quelques petites marges d'action, il y a des contextes locaux particuliers, mais globalement, sur une zone naturelle, on ne peut absolument rien construire et on ne peut pas mener une activité agricole, c'est interdit. Donc là, c'est pas du tout intéressant. Après, sur une zone urbanisée ou une zone à urbaniser, effectivement, l'obtention des autorisations d'urbanisme est nettement plus simple, puisque c'est des zones qui ont justement vocation à être construites. Par contre, c'est aussi des zones qui sont, du fait du fonctionnement du marché immobilier, qui sont beaucoup plus chères. Beaucoup plus chères. Alors, si vous voulez connaître la question des prix, je vous invite à voir sur le site, c'est Propriété Rurale, qui est un site détenu par les SAFER en France. Vous avez quelques données sur le marché immobilier agricole. Et puis aussi, vous avez toutes les données collectées, les données statistiques collectées par Agrest. C'est le service de statistique du ministère de l'Agriculture. En fait, globalement en ligne, c'est assez facile de trouver des données extrêmement détaillées, région par région, département par département, commune, voire commune par commune, sur le niveau des prix immobiliers dans le secteur agricole. Donc sur la Loire-Atlantique, on est de l'ordre de 4 000 € l'hectare en zone agricole. Et en France, on est dans des fourchettes entre 2 500 et 16 000 €. 2 500, si vous allez sur les départements comme la Drôme, la Creuse, là où il y a un marché immobilier très détendu, on peut passer sur des prix très bas comme ça. Et après, ça peut monter très fort sur certaines localités où par contre le marché immobilier est beaucoup plus tendu. Et c'est souvent des localités où on va avoir des AOC. Donc l'AOC Champagne, par exemple, là, ça coûte extrêmement cher. On peut grimper facilement à 16 000. Effectivement, le maxima dans les moyennes départementales, c'est 16 000 € en France, hectare. En fait, ça dépend de votre localité. Ça dépend surtout du marché immobilier local. Et après, dans le détail, ça varie en fonction des types de terrains. En viticulture, souvent, ça coûte tellement plus cher. Sur des prés, par contre, ça coûte généralement un peu moins cher. Sur les champs sont souvent un peu intermédiaires en termes de prix. Voilà. Après, ça, c'est le marché immobilier. Ça, c'est uniquement... Après, c'est la loi de l'offre et de la demande, en soi, sur le marché. C'est au niveau de la location, les prix du loyer, si on est un loyer à fermage, sont réglementés. Ils sont réglementés par arrêté préfectoral, qui définissent une fourchette avec une fourchette basse et une fourchette haute en fonction du type de terrain agricole. L'intervention de la SAFER, par contre, est absolument obligatoire et automatique en cas de vente. En cas de vente, qu'est-ce qui se passe? C'est à partir du moment où un propriétaire d'un bien immobilier donne son intention de vendre son bien auprès de son notaire, le notaire doit obligatoirement transmettre ce qui s'appelle une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la SAFER. Donc la SAFER est informée du fait qu'il y a une intention de vente du bien. Et à ce moment-là, c'est elle qui administre la mise en concurrence du bien, effectivement. Donc l'intervention est automatique. Enfin, elle est automatique. Effectivement, elle est prévue comme ça. Il y a un dispositif qui est mis en place automatiquement. Après, ce qu'il faut quand même aussi voir, on craint beaucoup l'intervention des SAFER, mais en fait, statistiquement, c'est moins de 1% des biens agricoles mis en vente qui sont préemptés par la SAFER au niveau national. Donc ça reste très faible. Il faut voir qu'il y a deux choses différentes, on en parlait ici. Il y a l'arbitrage entre plusieurs acquéreurs du bien, qui est automatique dès qu'il y a plusieurs personnes qui sont en concurrence sur le bien. Et il y a une autre chose qui est le fait que la SAFER préempte le bien, c'est-à-dire que la SAFER se porte elle-même acquisitrice du bien, donc elle exerce son droit de préemption. Et ça, c'est assez rare, c'est moins de 1% des propriétés qui sont préemptées. On craint beaucoup ça, mais ça reste très, très restreint. Et ce n'est pas n'importe quel type de terrain qui sont préemptés. Ce sont des terrains, en général, qui sont libres de toute construction, ou c'est généralement du champ, grande surface, qui convient bien globalement à de l'agriculture productiviste. Des petits terrains avec des bâtiments, avec en plus de la forêt éventuellement, ça c'est pas des choses qui généralement intéressent les SAFER, alors que ça intéresse beaucoup plus en général les permaculteurs. Par contre, si ça intéresse une
grosse exploitation. Dans ce cas-là, on est mis en concurrence. Et c'est là qu'on rentre dans le jeu de soutenir son dossier auprès de la SAFER, donc avoir un bon dossier, montrer qu'on a la qualité d'exploitant agricole, il vaut mieux. Avoir un dossier technico-économique sur son projet agricole qui soit solide. Éventuellement, ça peut être utile, c'est d'avoir de l'appui d'un membre, justement, des SAFER, parce que dans les SAFER, vous avez des représentants des communes, donc si vous avez des bonnes relations avec la collectivité territoriale, ça peut être intéressant. Vous avez des représentants des syndicats agricoles représentatifs dans le secteur, donc ça peut être une des raisons de s'affilier à syndicat agricole, c'est pour avoir une voix au chapitre dans ce cadre d'arbitrage aussi. Alors, il y avait d'abord une demande là-bas, oui. Alors, les critères sont prévus par le SDREA, schéma directeur régional des exploitations agricoles. Ils sont prévus par ce document-là. Après, voilà, encore une fois, c'est un arbitrage, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. C'est pour ça que je dis aussi que ça dépend de votre contexte local. Si vous êtes dans le contexte local où vous avez déjà des agriculteurs productivistes en place et qui veulent s'agrandir, ce qui est quand même le cas dans une grande partie de la Loire-Atlantique, eh bien, il va falloir avoir des appuis, il va falloir faire un dossier solide. Si vous êtes dans la Creuse ou la Drôme où vous n'avez aucune tension sur le marché immobilier, ça va être tellement plus simple. Donc, il y a un aspect de contexte qui joue, c'est clair. Il y avait une demande, oui. Oui, c'était par rapport au locataire d'un terrain. Est-ce que quand le propriétaire change, Oui. quand il y a une succession, Ça ne change rien pour la situation du locataire. donc en fait, le bail se conduit jusqu'à son terme. Tout à fait. Ensuite, il doit être renouvelé ou pas. Tout à fait. Et sur un bail classique, donc 9 ans, en général, c'est la durée minimum de toute façon qui est inscrite, c'est une reconduction automatique. Ce qu'on appelle le terme juridique, c'est une reconduction tacite. Donc si ni bailleur ni locataire ne font la démarche pour mettre fin au bail, eh bien, il est reconduit tacitement. Et en tout cas, dans tous les cas, un bail rural, si l'identité du bailleur change, ça ne change absolument rien pour le locataire. D'accord, mais du coup, le propriétaire peut décider au terme du bail de Oui. trouver un autre locataire. Alors, il faut qu'il passe par la procédure de résiliation du bail rural. Ce n'est pas automatique. Il faut qu'il passe par toute une procédure qui est très réglementée. Et dans cette procédure, il faut qu'il transmette ses notifications qu'il doit faire auprès du locataire par acte d'huissier notamment, déjà. Qui doit respecter tout un ensemble c'est un document qui est réglementé, qui doit comporter tout un ensemble de clauses prévues par la loi, et qui effectivement doit avoir lieu au minima 18 mois avant la date d'échéance de reconduction du bail. Alors après, oui, la formalité s'applique exactement pareil. Exactement pareil. Même si c'est un bail conclu par oral. Et puis ça doit être justifié. Ça doit être impérativement justifié, et les motifs de justification doivent s'inscrire dans ceux prévus par le Code rural. Voilà. Donc ça peut être soit par motif légitime et sérieux, donc après encore faut-il avoir un de ces motifs légitimes et sérieux. Ça peut être fait par de ne pas avoir payé 2 annuités du bail, ça peut être du fait d'une reprise de l'exploitation qui est par le bailleur ou par un membre de sa famille proche. Il y a certains cas de figure qui sont prévus par la loi. Et la justification doit s'inscrire dans un des cas de figure prévus par la loi. Pour que le locataire peut aussi mettre fin, il doit aussi en faire notification, pas forcément par l'huissier, ça peut être aussi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre émargement. Lui, il n'a pas besoin de donner de justification, par contre. La formalité est beaucoup plus simple pour le locataire. Après, il doit le faire effectivement à minima, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin une certaine durée avant la fin d'échange du bail. Oui. Pour le bail spécifique Comoda, Le Comoda, oui. il y a aussi une durée? Non. Il y a très peu de règles de droit qui encadrent le Comoda. Très peu. C'est l'article 1875 et suivant du Code civil, et il y a très peu de règles de droit. Donc il n'y a aucune réglementation sur la durée du Comoda, par exemple. Mais du coup, ça se passe comment entre le propriétaire et C'est librement négocié. que oral? Non, la loi ne définit même pas si ça doit être posé par écrit ou par oral. Encore une fois, il y a très peu de règles de droit. Alors, à mon sens,
Mieux vaut le poser par écrit, pour une question de sécurité juridique et pour que la situation soit saine. Hein. Je pense que c'est beaucoup mieux, mais il n'y a quasiment aucune règle de droit qui encadre le document. Non, j'ai pas de référence. Il y a une particularité sur l'arboriculture et la viticulture, comme c'est des plantes vivaces, de long terme, c'est qu'on peut exercer un type de bail qui est très particulier, qui est le bail à complant. Bail à complant, C-O-M-P-L-A-N-T, complant. C'est spécifique au secteur de l'arboriculture et de la viticulture. Dans ce type de bail, le locataire est libre de planter justement des vignes et des arbres et d'en les gérer et d'en tirer parti. Voilà. Et c'est le seul bail agricole qui est à perpétuité. Il n'y a pas de limite de temps définie.